Je m'appelle Joshua. J'ai 32 ans et ma mère vient de me demander d'arracher un morceau de mon propre corps pour sauver la personne qui a fait de mon enfance un enfer. Avant de vous raconter la justice satisfaisante qui s'est finalement abattue sur ma famille, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je veux vraiment savoir qui a l'estomac pour une histoire comme celle-ci. Ça a commencé à 4h30 du matin. Ma vie est bâtie sur la discipline. Je me lève avant le soleil. Je cours 8 km le long du lac. Je bois du café noir et je gère des portefeuilles d'investissement à enjeux élevés pour gagner ma vie. Le contrôle est ma monnaie. J'ai construit une vie d'ordre pour échapper au chaos de mon éducation. Mais ce matin-là, le chaos m'a trouvé. J'étais en train de lasser mes chaussures de course. Le seul son dans mon appartement, le ronronnement du réfrigérateur, quand mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. L'écran a éclairé la pièce sombre. Maman. J'ai fixé le nom. Nous ne nous étions pas parlé depuis 5 ans. Pas depuis que j'avais fait mes valises, pris mon diplôme et quitté cette maison sans regarder en arrière. Un appel à cette heure-là signifiait une chose. Un désastre. J'ai laissé aller au répondeur. Il a sonné encore et encore. Au 3e essai, un nœud d'instinct s'est resserré dans mon estomac. J'ai glissé l'icône verte. Quoi, ai-je répondu, ma voix rauque de sommeil. Joshua. Oh, mon Dieu. Joshua. Sa voix était un hurlement, hystérique et déchirante. C'est Caleb. Il est en train de mourir. Tu dois venir à l'hôpital Saint-Maries maintenant. Il est ivre, ai-je demandé, ma voix sans émotion. Il est dans un état critique. Ses reins sont en train de lâcher. Il est jaune. Joshua. Il devient jaune. J'ai raccroché. Je suis resté là, dans ma cuisine, serrant le téléphone. Mon frère Caleb, l'enfant chéri, le garçon qui ne pouvait rien faire de mal, même quand il mettait le feu à la maison métaphoriquement et une fois littéralement. Je n'aurais pas dû y aller. J'aurais dû aller courir, aller au travail et laisser les conséquences de ses actions le rattraper enfin. Mais la culpabilité est un programme installé dans l'enfance, et il est difficile à désinstaller. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital. La ville était vide, les réverbères filaient comme des traînées de vieux souvenirs. J'ai garé mon Audi, une voiture que j'ai achetée avec mon propre salaire, sans l'aide de personne, et je suis entré dans l'air stérile et glacial des urgences. L'odeur m'a frappé en premier, antiseptique, cire à plancher, et sous tout cela, l'odeur métallique du sang et de la maladie. Je les ai trouvés dans une salle d'attente privée. Ma mère, Catherine, arpentait le sol, ses talons claquant agressivement sur le linoléum. Mon père, Robert, était affalé sur une chaise en plastique, regardant ses mains. Quand Catherine m'a vu, elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle s'est jetée sur moi, saisissant les revers de ma veste. Où étais-tu? Nous appelons depuis 1 heure. Je suis là maintenant, dis-je, la décollant de moi. Quelle est la situation? Insuffisance rénale aiguë, dit une voix grave derrière moi. Je me suis retourné pour voir un médecin debout dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air épuisé. Son badge indiquait « Docteur Nathan, néphrologie ». Monsieur Walsh, dit le docteur Nathan, regardant un presse-papier. Votre frère Caleb est dans une situation précaire. Ses reins fonctionnent à moins de 5%. Nous avons commencé la dialyse, mais son corps rejette le traitement. Il a besoin d'une greffe immédiatement. Alors, mettez-le sur la liste, dis-je. Le docteur Nathan hésita. Il jeta un coup d'œil à ma mère. Puis de nouveau à moi. La liste d'attente nationale est de 5 à 7 ans. Caleb n'a pas ce genre de temps. Il a des semaines, peut-être des jours. Ma mère laissa échapper un sanglot qui ressemblait plus à un gémissement théâtral. Il n'a que 29 ans. Il a toute sa vie devant lui. Puis la pièce devint silencieuse. Je sentis le poids de leur regard sur moi. Je savais ce qui allait arriver. J'avais ressenti cette pression toute ma vie. L'attente que j'existais uniquement pour servir les besoins de Caleb. Joshua, dit mon père, parlant pour la première fois. Sa voix était faible, pathétique. Tu es en bonne santé. Tu as toujours été celui en bonne santé. Ne le faites pas, ai-je averti. Il a besoin d'un rein, Joshua, dit ma mère, s'approchant.
Ses yeux étaient grands ouverts. Maniaque. Les correspondances familiales sont la meilleure chance. Vous avez le même groupe sanguin. Nous avons vérifié vos actes de naissance. Vous avez vérifié mes dossiers? Je reculai. Je n'ai consenti à rien. C'est ton frère, hurla-t-elle. Il est en train de mourir, Joshua. Et alors s'il boit? Tout le monde fait des erreurs. Tu as 2 reins. Donne-lui en un. Arrête d'être si égoïste. Les mots résonnèrent dans la petite pièce. Égoïste. C'était leur mot préféré. Quand je voulais étudier au lieu de faire les devoirs de Caleb. Égoïste. Quand j'ai utilisé l'argent de ma tournée de journaux pour acheter un vélo au lieu de le donner à Caleb pour des jeux vidéo. Égoïste. Il n'a pas seulement fait une erreur, maman, dis-je, ma voix montant. Il est alcoolique depuis qu'il a 16 ans. Tu l'as encouragé. Tu lui as acheté de l'alcool. Tu as payé ses amendes pour conduite en état d'ivresse. Et maintenant tu veux que je me coupe pour le réparer. C'est une opération de routine, supplia-t-elle, me saisissant à nouveau le bras. Ses ongles s'enfoncèrent dans ma peau. Tu seras de retour au travail dans quelques semaines. C'est un petit sacrifice pour sa vie. Un petit sacrifice? J'ai ri. Un son amer et dur. C'est une opération lourde. C'est ma vie. C'est mes primes d'assurance maladie qui augmentent. C'est mon risque d'infection. Et pourquoi? Pour qu'il puisse ruiner un nouveau rein avec plus de scotch. Il est sobre. Elle a menti. Je pouvais dire qu'elle mentait. Son œil gauche tressauta. Il n'a pas touché une goutte depuis des mois. Ce n'est que de la malchance. C'est génétique. Si c'est génétique, j'ai regardé mon père. Alors pourquoi papa ne lui en donne pas un? Mon père tressaillit. Il détourna le regard, marmonnant quelque chose à propos de l'hypertension artérielle et d'être trop vieux. Je ne le fais pas, dis-je clairement. La gifle est venue de nulle part. Elle a brûlé ma joue, chaude et vive. Ma mère se tenait là, la main levée, la poitrine haletante. Espèce de petit ingrat, siffla-t-elle. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Tu nous dois. Tu lui dois. Je touchai ma joue. Le choc s'estompait, remplacé par une détermination froide et dure. Ce n'était pas une famille. C'était une prise d'otage. Je ne vous dois absolument rien, dis-je doucement. Et je ne dois certainement pas à Caleb mes organes internes. Je me suis retourné et je suis parti. Si tu t'en vas, hurla-t-elle derrière moi, sa voix se brisant. Ne reviens jamais. Tu es en train de le tuer. Tu es un meurtrier, Joshua. J'ai traversé les urgences, passant devant les infirmières qui faisaient semblant de ne pas écouter. Je suis monté dans ma voiture, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine mettre la clé dans le contact. Je pensais que c'était la fin. Je pensais avoir tracé la ligne, mais je me trompais. Je venais de déclarer la guerre. Et ma mère, elle était un général qui croyait à l'anéantissement total. Le harcèlement a commencé 24 heures plus tard. J'étais à mon bureau au centre-ville de Chicago. Je travaille pour une société de capital investissement. C'est un travail qui exige de la concentration, une réputation irréprochable et une discrétion absolue. Mon bureau donne sur la rivière, un sanctuaire de verre que j'ai gagné avec des semaines de travail de 80 heures et des nuits blanches. J'étais en train d'analyser une fusion lorsque ma réceptionniste Sarah a sonné. Monsieur Walsh, il y a 2 personnes ici pour vous voir. Elles font une scène. Mon estomac se serra. Sécurité. Elles disent quels sont vos parents. Elles crient au meurtre. J'ai fermé les yeux. Ils étaient venus à mon lieu de travail. Je suis sorti dans le hall. C'était un désastre. Ma mère portait un manteau effiloché que je n'avais jamais vu auparavant, un costume de pauvreté. Mon père se tenait à côté d'elle, l'air d'un chien battu. Il hurlait au gardien de sécurité. Mon fils laisse mourir son frère, ma mère a crié à tout le hall rempli de clients et de cadres. Il est assis ici dans sa tour d'ivoire à gagner des millions pendant que son frère pourrit. Maman, arrête, dis-je en m'avançant. Je lui ai attrapé le bras, essayant de la tirer vers les ascenseurs. Qu'est-ce que tu fais pour sauver mon fils, a-t-elle craché.
Puisque tu ne le feras pas. J'ai regardé par les portes vitrées du hall. Garé en zone de remorquage se trouvait la Porsche Cayenne de mon père, un SUV à 90 000 $. Pourtant, il jouait le rôle de parent démuni implorant la pitié. L'hypocrisie me fit monter la bile à la gorge. Tu as conduit la Porsche ici pour mendier de l'argent, murmurai-je furieusement. Cette voiture est en location, a-t-elle rétorqué. Nous n'avons rien, Joshua. Les factures médicales nous noient. Et toi? Tu as tout. C'était la même vieille chanson. Flashback. J'avais 18 ans. J'économisais depuis 3 ans pour aller à l'université. Je travaillais la nuit dans un entrepôt et le week-end à tondre des pelouses. J'avais 15 000 $ d'économie sur un compte joint que ma mère m'avait aidé à ouvrir quand j'étais mineur. La veille de la date limite de paiement des frais de scolarité. Je suis allé à la banque. Le solde était à 0. J'ai couru chez moi, paniqué, pensant que j'avais été piraté. J'ai trouvé mes parents dans la cuisine. Caleb était assis là, l'air suffisant. Il venait de détruire sa voiture en étant ivre, encore une fois. Il avait percuté la clôture d'un voisin et blessé un chien d'exposition primée. Nous avons dû utiliser l'argent, Joshua, avait dit ma mère, sans même lever les yeux de son magazine. Nous avons dû régler l'affaire avec le voisin à l'amiable. Sinon, Caleb aurait eu un casier judiciaire. Il n'aurait pas pu trouver de travail. Mais c'est mon fonds d'études, avais-je crié. Je l'ai gagné. Caleb était ivre. C'est ton frère, avait dit mon père en sirotant sa bière. Tu es intelligent. Tu peux obtenir une bourse ou contracter des prêts. Caleb a besoin de protection. Pas toi. J'ai contracté des prêts. J'ai travaillé 2 emplois. J'ai obtenu mon diplôme avec mention tandis que Caleb restait dans leur sous-sol à boire de la bière et à jouer à des jeux vidéo, protégé de toutes les conséquences de sa vie. Fin du flashback. Sortez, leur dis-je dans le hall, ou j'appelle la police. Tu n'arrêteras pas ta propre mère, ricana-t-elle. Et c'est moi. Ils sont partis, mais le mal était fait. Mon patron, Monsieur Henderson, m'a appelé dans son bureau 10 minutes plus tard. Joshua, dit-il, regardant par-dessus ses lunettes. Nous gérons des actifs sensibles ici. Nous ne pouvons pas avoir de drame dans le hall. Réglez ça. Quoi que ce soit, réglez ça. C'est un problème médical familial, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Ils veulent un rein. Alors donnez-leur un ou obtenez une ordonnance restrictive. Je me fiche de savoir lequel. Mais faites-les quitter mon étage. Je suis rentré chez moi ce soir-là, me sentant comme si les murs se refermaient, mais l'attaque numérique était pire. Mon téléphone a commencé à exploser de notifications. Facebook, Instagram, LinkedIn. Ma mère avait fait sauter la bombe. Elle avait posté une photo de Caleb dans son lit d'hôpital. Des tubes partout, l'air pâle et fragile. La légende disait, mon pauvre bébé lutte pour sa vie. Ses reins lâches. Son riche frère, Joshua Walsh, refuse d'aider, même s'il est parfaitement compatible. Comment un frère peut-il être si insensible? Nous prions pour un miracle car nous ne pouvons manifestement pas compter sur la famille. Elle a tagué mon employeur. Elle a tagué mon groupe d'anciens élèves de l'université. Elle a tagué mes ex-petites amies. Les commentaires affluaient. Des inconnus que je n'avais jamais rencontrés me traitaient de monstre. Waouh! J'espère que tu dors bien la nuit en sachant que tu as tué ton frère. Les riches sont dégoûtants. Connard égoïste. Si mon frère avait besoin d'un rein, je lui en donnerais les 2. Ce type est une ordure. Je suis resté assis dans mon appartement sombre, la lumière bleue du téléphone éclairant mon visage. J'ai ressenti cette vieille sensation familière de l'enfance. La sensation que quoi que je fasse, j'étais le méchant. Ils étaient en train de réécrire mon histoire. Ils transformaient ma survie en égoïsme. J'ai bloqué les numéros. J'ai désactivé mes réseaux sociaux. Mais je savais que ce n'était pas suffisant. Mon emploi était en jeu. Ma réputation saignait à mort. J'avais besoin d'une stratégie. Je ne pouvais pas simplement me cacher. Le lendemain matin, j'ai reçu un email des RH. Préoccupation concernant le comportement public. Je devais faire quelque chose. Je devais gagner du temps.
J'ai appelé l'hôpital. Ici Joshua Walsh. Je veux venir faire des tests pour voir si je suis compatible. Je n'allais pas lui donner le rein, mais j'avais besoin qu'il me lâche les baskets pendant que je trouvais un moyen de les exposer. Je devais entrer dans la gueule du loup. Je ne le savais pas alors, mais je marchais dans un piège bien plus dangereux qu'une simple opération. Retourner à l'hôpital Saint-Maries, c'était comme entrer dans une prison. Ma mère m'attendait dans le hall, rayonnante. La transformation fut instantanée. La mère en pleurs et en deuil avait disparu. À sa place se tenait la matriarche victorieuse. Elle avait gagné. Elle m'avait forcé à me soumettre. Je savais que tu changerais d'avis, a-t-elle gazouillé, essayant de me prendre dans ses bras. Je l'ai évité. Je fais juste des tests, dis-je froidement. Si je ne suis pas compatible, ça s'arrête là et tu enlèves les publications. Oh, tu seras compatible, dit-elle avec une confiance troublante. Je le sens. Je suis monté à l'étage des transplantations. C'est là que j'ai de nouveau rencontré le docteur Nathan. Il avait l'air encore plus fatigué qu'avant. Il m'a fait entrer dans son bureau et a fermé la porte. Il ne ressemblait pas aux autres médecins, charmé par le numéro de ma mère. Il avait l'air suspicieux. Monsieur Walsh, dit-il, assis derrière son bureau. Je tiens à être très clair. Le don doit être volontaire. La coercition invalide le processus. Êtes-vous contraint? J'ai regardé les certificats sur son mur. Disons simplement que je suis soumis à une extrême pression sociale, mais je veux d'abord voir la science. Il hocha la tête lentement. Nous effectuerons le typage HLA et les tests de compatibilité croisés aujourd'hui. J'ai passé les 4 heures suivantes à être piqué et palpé, prélèvement sanguin, échantillon d'urine, radiographie. C'était invasif et épuisant. En attendant les premiers résultats sanguins, j'ai erré dans le couloir jusqu'à la cafétéria pour prendre un café. J'avais besoin de me vider la tête. En passant devant un placard à fourniture près du poste des infirmières, j'ai entendu une voix familière. Mon père. Je me suis arrêté. La porte était entr'ouverte d'1 pouce. C'est fait? La voix de mon père murmura. Elle semblait tendue. Nerveuse. C'est réglé, monsieur Walsh. Une autre voix répondit, une voix d'homme plus jeune. Mais c'est risqué. Si le docteur Nathan le découvre. Il ne le fera pas, dit mon père. J'entendis le froissement de papier, comme une enveloppe glissée dans une poche. Assurez-vous juste que l'échantillon est propre. On ne peut pas avoir d'impuretés qui apparaissent. Considérez que c'est fait, mais j'ai besoin de l'autre moitié après l'opération. Vous l'aurez. Je reculai silencieusement, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Impureté, échantillon. Je me suis caché derrière le coin et j'ai regardé. Un instant plus tard, une infirmière homme sortit du placard. Je le reconnus, Gabriel. Il était l'un des infirmiers en chef de l'unité de dialyse. Il tapota sa poche de blouse, qui semblait gonflée, et s'éloigna en toute hâte. Puis mon père émergea, l'air en sueur et pâle, s'essuyant le front avec un mouchoir. Il payait une infirmière. Mais pourquoi faire? Je suis retourné au bureau du docteur Nathan, l'esprit en ébullition. 1 heure plus tard, le docteur Nathan entra avec un dossier. Il avait l'air sombre. Eh bien, dit-il, s'asseyant lourdement. Les résultats préliminaires sont là. Vous êtes compatible HLA à 6/6. C'est remarquablement rare. Une compatibilité parfaite. Mon cœur s'affaissa. Compatibilité parfaite. C'était la pire nouvelle possible. Elle m'enlevait mon excuse facile. Alors, dis-je, sentant le piège se refermer. Je suppose que je n'ai pas le choix. Le docteur Nathan me regarda, puis baissa les yeux sur son dossier. Il fronça les sourcils. Il tourna une page, puis une autre. Il ajusta ses lunettes. C'est le rapport d'immunologie, marmonna-t-il. Mais c'est étrange. Quoi? Je révisais les dossiers préopératoires de Caleb. Son dernier dépistage toxicologique de ce matin est revenu complètement négatif. Impeccable, en fait. Ce n'est pas bon, demandai-je, me souvenant de la conversation dans le placard. C'est trop bon, dit le docteur Nathan. La densité urinaire.
C'est exactement la même que l'échantillon d'hier et d'avant-hier. Biologiquement, c'est presque impossible. L'urine fluctue en fonction de l'hydratation, du régime alimentaire, à moins qu'il n'ait arrêté. Il me regarda. À moins que ce ne soit pas son urine. Je termina la phrase pour lui. Le docteur Nathan resta silencieux. Il tapota son stylo sur le bureau. Si un patient sur la liste de transplantation est trouvé en train de consommer de l'alcool, il est immédiatement retiré. C'est une politique de tolérance zéro. L'organe doit aller à quelqu'un qui survivra. Mon père, dis-je, me penchant en avant. Je l'ai vu avec une infirmière nommée Gabrielle. Il lui a donné une enveloppe. Le visage du docteur Nathan se durcit. L'épuisement disparut, remplacé par une colère professionnelle aiguë. J'ai besoin de faire une analyse sanguine à Caleb tout de suite, dit le docteur Nathan en se levant. Pas d'urine, du sang. Ils peuvent falsifier une tasse de pipi, mais ils ne peuvent pas falsifier ce qu'il y a dans ses veines. Faites-le, dis-je. Et docteur Nathan, ne leur dites pas encore que je suis compatible. Dites-leur. Dites-leur qu'il y a une complication avec mes anticorps. Donnez-moi 24 heures. Pourquoi? Parce que s'ils corrompent des infirmières, dis-je en me levant. Il y a de l'argent qui vient de quelque part et mes parents sont censés être ruinés. Je dois découvrir pourquoi la vie de Caleb vaut un pot de vin criminel. Je suis sorti de l'hôpital avec une nouvelle mission. Ce n'étaient pas seulement des parents désespérés. C'étaient des criminels. Et j'allais le prouver. J'ai conduit directement au bureau de la seule personne en qui j'avais confiance, Elia. Elia était mon avocat d'entreprise, mais plus que cela, c'était un requin. Il était spécialisé dans la comptabilité forensique et la recherche de saletés que les gens voulaient garder enfouies. Tu as l'air mal, Josh, dit Elia, me servant un verre de scotch alors que je m'écroulais sur son canapé en cuir. J'ai besoin que tu enquêtes sur ma famille, dis-je. Tout, compte bancaire, dettes, actifs, et vérifie spécifiquement s'il y a des fiducies ou des testaments liés à mon grand-père, Thomas Walsh. Mon grand-père avait été un homme riche, de vieille fortune, des aciéries en Pennsylvanie. Quand il est mort il y a 10 ans, mes parents ont affirmé qu'il avait tout laissé à des œuvres de bienfaisance parce qu'il détestait la façon dont mon père gérait l'argent. J'y avais cru. Pourquoi pas? Donne-moi 4 heures, dit Elia, faisant craquer ses jointures. Je arpentais son bureau pendant qu'il travaillait. J'ai regardé le soleil se coucher sur Chicago, les lumières de la ville s'allumaient. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie. 3 heures plus tard, Elia fit pivoter son écran. Tu avais raison de te méfier, dit Elia. Tes parents ne sont pas ruinés. Eh bien, ils ont peu de liquidité, mais ils sont assis sur une bombe à retardement. Qu'est-ce que c'est? Une fiducie testamentaire. Elia désigna un document à l'écran. Établi par Thomas Walsh. Valeur, 5 millions de dollars. 5 millions. Mon souffle se coupa. Voici le coup de grâce. Elia continua, soulignant un paragraphe. Le bénéficiaire est Caleb Walsh. Pas toi, juste Caleb. Apparemment, le vieil homme avait un faible pour le plus jeune petit-fils. D'accord, donc Caleb est riche. Pourquoi me mendie-t-il de l'argent? Lis la clause, Josh. La clause de distribution. Je me penchai. Le jargon juridique était dense, mais le sens était clair. La somme principale sera distribuée au bénéficiaire, Caleb Walsh, uniquement à son 30e anniversaire. En cas de décès du bénéficiaire avant l'âge de 30 ans, la fiducie sera entièrement dissoute et donnée à l'hôpital de recherche pour enfants Saint-Jude. Le fiduciaire, Robert Walsh, recevra une allocation mensuelle pour l'administration uniquement, tant que la fiducie est active. Je me figeai. Quel âge a Caleb? Demanda Elia. Il a eu 29 ans il y a 6 mois, murmurai-je. Alors Elia fit le calcul. Il lui reste 6 mois avant d'obtenir les 5 millions. Et jusqu'à ce que tes parents aient accès à ces 5 millions, s'il meurt maintenant, l'argent disparaît. Pouf. Il va à une œuvre de bienfaisance. Tes parents n'obtiennent rien. Et étant donné qu'ils sont endettés jusqu'au cou pour cette Porsche et leur maison, si Caleb meurt, ils sont démunis. Je me suis assis en arrière, me sentant malade, physiquement malade. Il ne s'agissait pas d'amour. Il ne s'agissait pas de sauver leur fils.
Il s'agissait de maintenir l'hôte en vie suffisamment longtemps pour encaisser le chèque. Il traitait Caleb comme une batterie mourante qui avait juste besoin de tenir une charge pendant 6 mois de plus. Et moi, j'étais juste la pièce de rechange, la batterie de remplacement. Ils veulent mon rein, dis-je, ma voix tremblante de rage. Parce que c'est le seul moyen de le maintenir en vie jusqu'à son anniversaire. Ils m'exploitent pour des pièces afin de garantir leur fonds de retraite. C'est pire, dit Elia. Il cliqua sur un autre dossier. J'ai retiré les dossiers médicaux de ton père. Il est allé dans une clinique privée en banlieue il y a 3 semaines. Pourquoi faire? Un typage HLA. Il s'est testé lui-même. Et il est compatible. Josh, une compatibilité de 5 sur 6. Parfaitement approprié pour un don. Mieux qu'un étranger. Mon père était compatible. Il le savait. Et il n'avait rien dit. Il était assis dans cette salle d'attente, me regardant me faire hurler dessus, regardant sa femme détruire ma réputation. Tout en sachant qu'il pouvait sauver son fils lui-même. Pourquoi, demandai-je. Pourquoi me faire ça? Parce que c'est un lâche, dit Elia simplement. Il a 60 ans. Il a peur de la chirurgie. Il a peur de la douleur. Et il se dit, pourquoi risquer sa propre peau quand il t'a? Je me suis levé. La tristesse avait disparu. La culpabilité avait disparu. Tout ce qui restait était un diamant froid et dur de fureur. Imprime ça, dis-je. Imprime tout. La fiducie, les résultats des tests de papa, les relevés bancaires montrant leurs dettes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, dis-je en boutonnant ma veste. Une réunion de famille. J'ai appelé ma mère. Maman, dis-je, forçant ma voix à paraître vaincue. Je suis compatible. Je le ferai. Elle hurla de joie. Oh, Joshua, je le savais. Je savais que tu l'aimais. Retrouve-moi à l'hôpital demain matin. J'ai dit, salle de conférence B, amen papa. Amen Caleb. Nous devons signer les formulaires de consentement. Je veux en finir avec ça. Nous serons là. J'ai raccroché. Demain. Je n'allais pas donner un rein. J'allais effectuer une chirurgie d'un autre genre. J'allais enlever le cancer de ma vie. La salle de conférence de Saint-Mariès était lumineuse, stérile et bondée. Ma mère l'avait transformée en cirque médiatique. Elle avait même invité une journaliste locale, une jeune femme avec un appareil photo, affirmant vouloir documenter ce miracle de pardon. C'était un piège pour s'assurer que je ne pouvais pas me dérober. Si je disais non maintenant, je serais un monstre aux informations du soir. Caleb était là dans un fauteuil roulant, branché à une perfusion. Il avait l'air terrible, peau jaune, yeux cernés, mais il avait un sourire suffisant plaqué sur son visage. Il était en train de gagner. Il gagnait toujours. Mon père se tenait près de la fenêtre, l'air nerveux. Je suis entré avec Elia et le docteur Nathan. Je portais un épais dossier en cuir. Le voilà, annonça ma mère, battant des mains. Notre héros, la journaliste leva son appareil photo. Joshua, qu'est-ce que ça fait de sauver la vie de ton frère? Je l'ai ignoré. J'ai marché jusqu'au bout de la table et j'ai jeté le dossier. Il atterrit avec un bruit sourd et lourd. Commençons, dis-je. Ma mère me poussa une pile de papier. Ce sont les formulaires de consentement, chérie. Signe juste ici, ici et ici. Le docteur Nathan a réservé le bloc pour demain matin. J'ai pris le stylo. Je l'ai tenu au-dessus du papier. La pièce est devenue silencieuse. Le seul bruit était le ronronnement du climatiseur. Avant de signer, dis-je, levant les yeux vers mon père. J'ai une question pour toi, papa. Robert tressaillit. Quoi? Pourquoi ne le fais-tu pas? Ma mère intervint immédiatement. Nous te l'avons dit, Joshua. Ton père a de l'hypertension. Il est trop vieux. Ce n'est pas sûr. Est-ce vrai, papa? Demandai-je, croisant son regard. Est-ce ce que les médecins t'ont dit? Oui, marmonna-t-il, regardant ses chaussures. Le médecin a dit. Les risques sont trop élevés. Quel médecin? Demandai-je. Parce que ce n'était pas le docteur Nathan. J'ai ouvert mon dossier.
J'ai sorti un document et je l'ai fait glisser sur la longue table. Il s'est arrêté juste devant la journaliste. Ceci est un rapport médical de la clinique Highland Park, dis-je, ma voix portant clairement. Daté d'il y a 3 semaines. Patient Robert Walsh. Résultat, compatibilité HLA 5/6. Fonction rénale excellente. Santé cardiaque apte à la chirurgie. Le visage de mon père devint blanc. Ma mère cessa de sourire. Qu'est-ce que c'est, siffla-t-elle. La preuve, dis-je. La preuve que papa est compatible. Il aurait pu sauver Caleb il y a 1 mois. Il aurait pu sauver Caleb avant même qu'il ne soit en défaillance critique. Mais il ne l'a pas fait. Ce sont des informations médicales privées, hurla mon père, montrant enfin un peu de courage. Tu ne peux pas montrer ça. Tu l'as rendu public, tu te souviens? Je pointai la journaliste du doigt. Tu voulais une histoire. La voilà. Je me tournai vers Caleb. Ton père t'a laissé pourrir dans ce lit pendant des semaines parce qu'il avait trop peur de passer sur le billard. Il préférait me faire ouvrir plutôt que de se griffer. Caleb regarda notre père, ses yeux s'écarquillant. Papa, c'est vrai? C'est compliqué, bégaya Robert. Ce n'est pas compliqué, dis-je. C'est lâche, mais ce n'est pas le pire. Je sortis le document suivant, l'acte de fiducie. Je me demandais pourquoi vous me poussiez si fort, dis-je à ma mère. Pourquoi maintenant? Pourquoi l'urgence? Pourquoi le harcèlement? Parce qu'il est en train de mourir, hurla-t-elle. Non, dis-je calmement. Parce qu'il est sur le point d'avoir 30 ans. Je levai le document de fiducie. Grand-père Thomas a laissé 5 millions de dollars à Caleb. Payable seulement s'il vit jusqu'à son 30e anniversaire. C'est dans 6 mois. La pièce halta. Même la journaliste baissa son appareil photo, l'air stupéfait. Si Caleb meurt aujourd'hui, continuai-je. L'argent va à des œuvres de bienfaisance. Vous deux n'obtenez rien. Votre plan de retraite s'évapore. La Porsche est saisie. La maison est saisie. Je fis le tour de la table, réduisant la distance avec ma mère. Tu ne veux pas un fils, dis-je, ma voix basse et dangereuse. Tu veux un distributeur automatique. Tu as besoin de lui vivant juste assez longtemps pour encaisser le chèque. Mon rein n'est pas un cadeau de vie. C'est un acompte sur votre investissement. Tu mens, hurla-t-elle, se jetant sur les papiers. Elia intervint, lui bloquant le passage avec sa mallette. Tout est vérifié, Madame Walsh, dit Elia. Copie certifiée. Et enfin, dis-je, me tournant vers le docteur Nathan. Docteur, voudriez-vous partager les résultats du test sanguin de ce matin? Le docteur Nathan s'avança. Il avait l'air furieux. Nous avons effectué un test d'alcoolémie sur Caleb il y a 1 heure, annonça le docteur Nathan. Son taux d'alcoolémie est de 0,08. Il est légalement ivre en ce moment à l'hôpital. C'est impossible, hurla ma mère. Il est ici toute la nuit. Nous avons vérifié les images de sécurité, dit le docteur Nathan. Nous avons une vidéo de votre mari, Robert, tendant une flasque à Caleb dans la salle de bain à 6 heures du matin, et nous avons une vidéo de lui remettant une enveloppe d'argent à l'infirmier Gabriel pour échanger les échantillons d'urine. J'ai regardé Caleb. Il baissait les yeux, se rongeant les ongles. Il savait qu'il avait bu tout le temps. Vous êtes en train de le tuer, dis-je à mes parents. Vous le nourrissez du poison qui détruit ses organes juste pour le maintenir heureux, tout en me suppliant de lui donner les miens, de gaspiller mon organe sain sur un corps que vous détruisez activement. J'ai déchiré les formulaires de consentement en 2. Le son fut fort dans la pièce silencieuse. Je ne suis pas un donneur, dis-je. Je ne suis pas compatible et je ne suis plus votre fils. Le visage de ma mère se tordit en un masque de haine pure. Le masque glissa enfin complètement. Espèce de salaud égoïste, hurla-t-elle, se jetant sur moi. Tu nous dois. Cet argent est à nous. Nous l'avons gagné en le supportant. Elle pointa Caleb du doigt. Sais-tu à quel point c'est difficile d'élever un raté comme lui? Nous méritons ces 5 millions. Donner un rein est le moins que tu puisses faire. Clic. Tout le monde l'a entendu. Elle venait de l'admettre. Elle ne se souciait pas de Caleb. Elle l'avait traité de raté en face. Caleb regarda sa mère, des larmes coulant sur son visage jauni.
L'enfant chéri réalisa pour la première fois qu'il n'était qu'une poule aux œufs d'or. « Sortez, dit le docteur Nathan, sa voix glaciale. J'appelle la police. Corruption, fraude médicale. C'est fini. C'est le moment qui a tout changé, dis-je, regardant les visages stupéfaits des gens qui étaient censés m'aimer. Quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci d'avoir été patient et d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous avez voyagé avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais cela me fait aussi savoir que mon expérience signifie quelque chose pour quelqu'un quelque part. Votre soutien est la plus grande motivation pour que je continue à partager le reste de ce voyage. Le chaos qui a suivi fut absolu. La sécurité de l'hôpital est arrivée en quelques minutes. Ils ont escorté mes parents hors du bâtiment. Ma mère donnait des coups de pied et hurlait, menaçant de poursuivre tout le monde. L'hôpital, moi, la journaliste. Tu as planifié ça, hurla-t-elle alors que les gardes la traînaient en arrière. Tu as tout ruiné. Non, maman, dis-je, la regardant partir. Tu l'as fait. Le docteur Nathan se tourna vers Caleb. Caleb, à cause de l'alcool dans votre système et de la tentative de fraude, je suis légalement tenu de vous retirer définitivement de la liste de transplantation. Vous n'êtes plus éligible pour un rein dans cet établissement ou tout autre dans le registre national. Caleb commença à pleurer. Ce n'étaient pas les pleurs faux et manipulateurs qu'il faisait auparavant. C'étaient les sanglots terrifiés d'un homme qui réalisait qu'il venait de jouer sa dernière carte. Joshua, halta-t-il, tendant une main tremblante vers moi. S'il te plaît, aide-moi. Ils m'ont forcé à le boire. Papa a dit que ça aiderait la douleur. J'ai regardé sa main. Je me suis souvenu de cette main me frappant quand nous étions enfants. Je me suis souvenu de cette main volant de l'argent dans mon portefeuille. Je me suis souvenu de cette main tenant les clés de la voiture qu'il a écrasée, sachant que je paierais pour ça. Je ne peux pas t'aider, Caleb, dis-je. Tu dois t'aider toi-même. Mais en te regardant, je pense que c'est trop tard. Je suis sorti de la salle de conférence. Elia et le docteur Nathan m'ont suivi. La journaliste qui avait tout filmé me regardait avec des yeux écarquillés. Puis-je publier ça? Publier tout, dis-je. Nettoyer mon nom. Les retombées furent rapides. L'histoire de la journaliste est devenue virale le soir même. Le titre, parents riches pris en flagrant délit de corruption d'infirmière pour voler un rein en vue d'un versement de fiducie. L'opinion publique a basculé du jour au lendemain. Les gens qui m'avaient traité de monstre s'excusaient maintenant. Ma boîte de réception était inondée de soutien. Mon patron, Monsieur Henderson, m'a appelé le lendemain matin. Joshua, dit-il, j'ai vu les nouvelles. Je vous dois des excuses. Votre emploi est sûr. En fait, prenez la semaine de congé. Payez. Mais la bataille juridique ne faisait que commencer. L'hôpital a porté plainte contre mon père pour corruption et ma mère pour complot. L'infirmier Gabriel a été renvoyé et arrêté immédiatement. Il a craqué lors d'un interrogatoire et a tout avoué pour un accord de plaidoyer. Caleb a été renvoyé 2 jours plus tard. Il ne pouvait pas rester dans l'unité de transplantation. Il a été renvoyé chez lui pour mourir. Mes parents faisaient face à la prison, mais leur problème immédiat était l'argent. La Porsche a été saisie 3 jours plus tard. J'ai vu les photos sur la page Facebook d'un voisin. Une dépanneuse traînant le symbole de leur vanité tandis que mon père regardait depuis l'allée dans son peignoir. Ils ont essayé de m'appeler des dizaines de fois. Des messages vocaux allant de « je suis désolé » à « je te tuerai ». J'en ai écouté un seul. C'était mon père. Josh, s'il te plaît. Nous avons besoin d'argent pour la caution. Ils ont gelé nos comptes. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas perdre la maison. Caleb a besoin de ses médicaments. Je l'ai supprimé. Je suis resté assis sur mon balcon cette nuit-là, contemplant la ligne d'horizon de Chicago. Pour la première fois de ma vie, le silence ne me semblait pas solitaire. Il me semblait paisible. J'avais coupé le poids mort. J'avais amputé le membre gangrené qu'était ma famille. Ça faisait mal. La douleur fantôme est une chose réelle, mais je savais que je guérirais.
Mais tandis que j'étais assis là, sirotant mon café noir, j'ai réalisé quelque chose. Caleb était toujours en vie. Et tant qu'il respirait, il restait 6 mois avant son anniversaire. Mes parents étaient des animaux désespérés, piégés dans un coin. Et les animaux désespérés sont les plus dangereux. Ils n'avaient pas encore fini, et moi non plus. Le silence qui suivit mon départ de l'hôpital n'était pas vide. Il était lourd. C'était le genre de silence qui précède une tornade. Je suis retourné au travail, à ma course, à ma vie de discipline. Mais je gardais un œil sur l'horizon, attendant que la tempête ne frappe terre. Cela ne tarda pas. 3 semaines après la confrontation dans la salle de conférence, mon téléphone sonna pendant une réunion avec un client. C'était Elia. « Allume les infos, dit-il. Chaîne 5. Je m'excusai et me dirigeai vers la salle de pause. Attrapant la télécommande, je changeai de chaîne. Là, debout sur les marches du tribunal du comté de Cook, se trouvaient mes parents. Ils semblaient ruinés. Mon père, habituellement impeccablement vêtu de costume sur mesure, portait une veste froissée qui semblait 2 tailles trop grande. Ma mère, qui ne quittait jamais la maison sans être entièrement maquillée, avait l'air grise et hagarde, se cachant derrière des lunettes de soleil surdimensionnées. Ils étaient entourés d'une nuée de microphones. La bannière en bas de l'écran indiquait « Couple local inculpé pour fraude médicale et corruption. Nous sommes innocents. » Ma mère hurlait aux caméras, sa voix se brisant. « Nous essayons juste de sauver notre fils. C'est une chasse aux sorcières orchestrée par des membres de la famille ingrat. » Elle n'a pas prononcé mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Le venin dans sa voix disait tout. Je les ai vus être emmenés dans une berline en attente. Pas la Porsche, qui avait déjà été saisie, mais une vieille berline rouillée qui appartenait probablement à un avocat commis d'office ou à un parent sympathique. J'ai éteint la télévision. Je ne me sentais pas heureux. Je ne me sentais pas triomphant. Je ressentais un profond et creux épuisement. C'était la famille que j'avais passé 30 ans à essayer de plaire, à essayer d'impressionner. Et les voilà, réduits à des criminels aux informations de 17 heures. Mais la vraie tragédie se déroulait tranquillement loin des caméras. Caleb était en train de mourir sans la liste de transplantation et sans la possibilité de se corrompre pour y revenir. Son corps s'arrêtait. Les dommages hépatiques dus à l'alcool combiné à l'insuffisance rénale étaient une condamnation à mort. Le docteur Nathan m'a tenu au courant officieusement. Il m'a dit que Caleb avait été transféré dans un centre de soins palliatifs financé par l'État parce que les actifs de mes parents étaient gelés en attendant l'enquête. L'enfant chéri, qui devait hériter de 5 millions de dollars, terminait sa vie dans une chambre partagée avec des lumières fluorescentes et des sols en linoléum. J'ai débattu de lui rendre visite pendant des nuits entières. J'ai fixé le plafond, luttant contre la culpabilité. Non pas la culpabilité fabriquée que ma mère utilisait comme une arme, mais la vraie culpabilité humaine d'un frère. Je me suis souvenu du Caleb avant l'alcool, du petit garçon de 6 ans qui me suivait dans la cour, du garçon qui avait peur des orages, mais ensuite je me suis souvenu du sourire narquois dans la chambre d'hôpital. Je me suis souvenu du fonds d'études volé. Je me suis souvenu qu'il était prêt à me laisser me faire ouvrir juste pour s'assurer un gain financier. Je suis resté à l'écart. Je devais protéger la paix que j'avais tant lutté pour construire. 6 mois, c'était le délai. Elia avait suivi les jours. Le 30e anniversaire de Caleb approchait comme une sombre échéance. S'il survivait jusqu'au 15 octobre, la fiducie se débloquerait. 5 millions de dollars afflueraient sur son compte, et légalement mes parents, en tant que ses plus proches parents, hériteraient probablement de tout lorsqu'il décéderait inévitablement peu après. C'est devenu une course macabre. Mes parents le savaient aussi. J'ai commencé à recevoir des lettres. Ma mère avait contourné les blocages numériques en recourant au courrier à l'ancienne. La première lettre était colérique. « Tu as détruit cette famille. J'espère que tu pourriras. » La deuxième lettre, une semaine plus tard, était une négociation. « Si tu paies pour une greffe privée au Mexique, nous pouvons abandonner les poursuites. Nous pouvons te pardonner. » La troisième lettre, arrivant juste 2 semaines avant l'anniversaire, était désespérée. L'écriture était tremblante, tachée de ce qui ressemblait à des larmes ou du café. « Joshua, s'il te plaît. Il souffre tellement. Nous ne pouvons pas nous permettre les médicaments contre la douleur. Le fonds fiduciaire se débloque dans 14 jours.
Viens juste le voir. Donne-lui juste de l'espoir. Peut-être que si tu parles au juge, ils débloqueront nos comptes. Nous avons juste besoin de le maintenir en vie pendant 2 semaines de plus. S'il te plaît. C'est ton frère. J'ai brûlé les lettres dans l'évier de ma cuisine. J'ai regardé le papier se recroqueviller et noircir, se transformer en cendres. C'était une métaphore de toute ma relation avec eux. Ils ne voulaient pas de moi. Ils voulaient mon influence. Ils voulaient mon argent. Ils voulaient que je sois le pont qui les mènerait à leur peau d'or. Octobre arriva. Les feuilles à Chicago devinrent dorées et pourpres. L'air devint vif. C'était ma période préférée de l'année. Le 12 octobre, 3 jours avant l'anniversaire, j'étais à mon bureau en train de réviser un portefeuille quand mon téléphone portable sonna. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Ici Joshua, répondis-je. Josh. La voix était à peine un murmure. Elle ressemblait à du gravier qui grince. Elle semblait humide et faible. Caleb, demandai-je, serrant le téléphone. Ouais, il haleta. J'ai volé le téléphone d'une infirmière. Il ne me laisse pas appeler. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la rivière grise. Pourquoi appelles-tu, Caleb? J'ai peur, Josh, dit-il. Et cette fois, il n'y avait ni arrogance, ni manipulation, juste la peur brute et nue d'un homme mourant. Ça fait mal. Tout fait mal. Je sais, dis-je doucement. Maman et papa, il toussa, un terrible bruit de râle. Ils sont là tous les jours, mais ils ne me regardent pas. Ils regardent le calendrier. Papa a un compte à rebours sur son téléphone. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'il l'avait. Je sais que j'ai foiré, murmura Caleb. Je sais que j'ai été un mauvais frère. J'ai pris ton argent. J'ai pris ta place. Je suis désolé. C'était la première fois en 29 ans qu'il s'excusait. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, demandai-je. Parce que je ne veux pas qu'il gagne, dit Caleb. Sa voix gagna un minuscule fragment de force. Ils veulent l'argent, Josh. C'est tout ce dont ils parlent. Tiens bon, Caleb. Encore 3 jours, Caleb. Ils se fichent que je souffre le martyre. Ils veulent juste que je respire jusqu'à mardi. Que veux-tu faire, Caleb? Je suis fatigué, dit-il. Je suis si fatigué. Je ne veux plus tenir. Alors lâche prise, dis-je, les larmes me piquant les yeux. Non pas pour l'homme qu'il était, mais pour le frère qu'il aurait pu être. Tu ne leur dois rien. Tu ne leur dois pas cet argent. Si je pars, ils n'obtiennent rien. Si tu pars avant mardi, dis-je, l'argent ira à l'hôpital pour enfants. Cela sauvera des enfants qui ont réellement une chance. J'entendis un rire sifflant à l'autre bout du fil. Ça mettrait vraiment maman en rogne. Oui. Je souris à travers les larmes. Ça le ferait. Merci, Josh. Il murmura. Tu étais la seule vraie chose dans cette famille. Au revoir. La ligne se coupa. Je suis resté assis dans mon bureau un long moment, fixant le téléphone. Je n'ai pas appelé les infirmières. Je n'ai pas appelé mes parents. J'ai respecté son choix. 2 jours plus tard, le 14 octobre, la veille de l'anniversaire, j'étais à la maison en train de lire un livre quand Elia a appelé. C'est fini, Josh. Il est parti. Décédé il y a 1 heure. 23h45. 15 minutes. Il était mort 15 minutes avant minuit. 15 minutes avant que la date ne passe au 15 octobre. 15 minutes avant que les 5 millions de dollars ne soient acquis. Est-il parti paisiblement, demandai-je. Le rapport indique qu'il est tombé dans le coma cet après-midi et qu'il a simplement cessé de respirer, dit Elia. Mais Josh, les retombées à l'hospice sont folles. La police est là. Pourquoi? Ta mère? Elia marqua une pause, sa voix pleine d'incrédulité. Elle a agressé le médecin. Elle essaie de les forcer à changer l'heure du décès. Elle crie qu'il est encore chaud, qu'il n'est pas mort avant minuit. Elle exige qu'ils le mettent sous ventilateur pour maintenir le corps viable jusqu'à ce que l'horloge sonne minuit. J'ai senti un frisson me parcourir le dos,
qui n'avait rien à voir avec l'air d'octobre. Même dans la mort, elle ne le laisserait pas partir. Elle essayait de négocier avec la faucheuse pour 15 minutes de profit. Assure-toi qu'il ne le fasse pas, dis-je à Elia. Assure-toi que l'heure du décès reste la même. Elle reste la même, dit Elia. Le coroner l'a déjà confirmé. La fiducie est annulée. L'argent est parti, Josh. Tout ira à Saint-Judas. J'ai raccroché. Je me suis versé un verre d'eau. Je suis sorti sur mon balcon. J'ai imaginé la scène à l'hospice. Ma mère hurlant sur le corps de son fils préféré. Non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'il avait eu l'audace de mourir 15 minutes trop tôt. C'était la justice poétique ultime. L'enfant chéri avait finalement, dans son dernier acte, fait quelque chose de bien. Il avait refusé aux parasites leur hôte. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis et j'ai regardé le lever du soleil. Le ciel est devenu d'un violet contusionné brillant, puis doré. Un nouveau jour. Un jour où Caleb était libéré de sa dépendance. Un jour où j'étais libéré de mon obligation et un jour où mes parents faisaient enfin face aux conséquences de leur cupidité. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. Je ne suis pas allé au service. Je savais que ce serait une farce, une performance de ma mère pour susciter la sympathie et peut-être des dons GoFundMe. Au lieu de cela, je suis allé au cimetière tard ce soir-là après que tout le monde soit parti. La tombe était fraîche, couverte de lys coûteux que je savais que mes parents ne pouvaient pas se permettre. Ils les avaient probablement portés sur une carte de crédit qu'ils n'avaient aucune intention de payer. Je suis resté là, regardant la pierre tombale. Caleb Walsh, fils bien-aimé, tu l'as fait, gamin, murmurai-je. Tu leur as enfin tenu tête. J'ai déposé une seule rose blanche sur la terre. Non pas pour le toxicomane qui m'avait volé, mais pour la victime qui est morte pour leur échapper. Alors que je me retournais pour partir, j'ai vu une silhouette se tenir près des portes du cimetière. C'était mon père. Il ressemblait à un fantôme. Il avait perdu 20 livres. Son visage n'était pas rasé. Il ne portait pas de costume. Il portait un jean et un coupe-vent. Il me vit et se figea. Nous nous sommes regardés à travers les rangées de pierres tombales. Il fit un pas vers moi. Josh. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à marcher vers ma voiture. Josh, s'il te plaît, a-t-il appelé, sa voix se brisant. Nous avons perdu la maison. La banque l'a prise ce matin. Nous n'avons nulle part où aller. Je me suis arrêté. J'ai légèrement tourné la tête, sans le regarder de face. Vous avez l'un l'autre, dis-je. C'est ce que vous avez toujours voulu. N'est-ce pas? Vous, maman et Caleb contre le monde. Eh bien, vous avez poussé Caleb dans la tombe. Maintenant, il n'y a plus que vous deux. Elle est folle, Josh. Il pleura. Elle me blâme. Elle dit que j'aurais dû donner le rein. Elle me frappe. Je ne peux pas retourner vers elle. Alors quitte-la, dis-je. Mais ne viens pas me voir. Je suis ton père. Non, dis-je, me retournant pour le regarder de plein fouet. Tu n'es qu'un homme qui était prêt à me couper en deux pour sauver son fonds de retraite. Tu as fait ton choix, Robert. Tu as choisi l'argent. Maintenant, tu n'as ni l'argent ni les fils. Je suis monté dans ma voiture. J'ai verrouillé les portes. Alors que je partais, je l'ai vu dans le rétroviseur, s'agenouillant sur le trottoir froid, pleurant dans ses mains. C'était une vision pathétique, une tragédie, mais ce n'était pas ma tragédie. Je suis rentré en ville, dans mon appartement calme et propre. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais beaucoup de travail à faire. Ma carrière décollait. J'avais un rendez-vous le lendemain soir avec une femme que j'avais rencontrée à la bibliothèque. Quelqu'un de gentil, quelqu'un qui ne savait rien des fiducies, des reins ou de la fraude. Je me reconstruisais. Les fondations étaient cicatrisées. Oui. Mais pour la première fois, le terrain était solide. 6 mois passèrent. L'hiver vint et s'en alla à Chicago, ensevelissant la ville sous la neige puis la nettoyant avec les pluies printanières. Les saisons changent. La vie continue. J'ai eu des nouvelles de mes parents par Elia, qui suivait les affaires judiciaires. Ma mère, Catherine,
a été condamnée à 5 ans de prison pour fraude médicale, tentative de corruption et complot. La juge, une femme qui avait clairement vu assez de parents narcissiques dans sa carrière, n'a montré aucune indulgence. La vidéo de ma mère hurlant au personnel de l'hospice avait été diffusée au tribunal. Cela a scellé son destin. Elle n'est pas partie tranquillement. Elle a été traînée hors de la salle d'audience, hurlant qu'elle était la victime, que le monde était injuste, que j'avais tout orchestré. Elle n'a jamais appris, elle n'apprendrait jamais. Mon père, Robert, a accepté un accord de plaidoyer. Il a témoigné contre elle. Il a obtenu 2 ans de probation et des travaux d'intérêt général. Il vit actuellement dans un studio dans un quartier délabré de la ville, travaillant comme préposé à l'accueil dans un supermarché. Elia me dit qu'il a l'air vieux, brisé. Il essaie de m'envoyer des cartes d'anniversaire. Je les retourne sans les ouvrir. L'argent du fonds fiduciaire, les 5 millions de dollars qui ont causé toute cette destruction, ont été transférés avec succès à l'hôpital de recherche pour enfants Saint-Jude. Le mois dernier, j'ai reçu une invitation de l'hôpital. Il dédiait une nouvelle aile de l'unité d'oncologie pédiatrique financée par la succession de Caleb Walsh. Il voulait qu'un représentant de la famille assiste à l'inauguration. J'y suis allé. Je me suis tenu au fond de l'atrium, regardant des enfants chauves et avec des perfusions jouer dans la nouvelle salle de jeux lumineuse et colorée. J'ai vu des parents tenir la main de leurs enfants. Des parents qui donneraient n'importe quoi, sacrifieraient n'importe quoi juste pour voir leurs enfants sourire un jour de plus. Un vrai sacrifice. Pas la transaction que mes parents ont essayé de m'imposer. Un médecin a pris la parole. Ce don, dit-il, a été une surprise. Une tragédie transformée en miracle. Grâce à ce cadeau, des centaines de familles recevront le traitement qu'elles ne pouvaient pas se permettre. Des ténèbres, la lumière. J'ai senti une boule dans ma gorge. La vie de Caleb avait été un gâchis, une série d'erreurs égoïstes alimentées par la dépendance et la complaisance. Mais sa mort signifiait quelque chose. Sa mort a donné la vie. C'était la rédemption qu'il n'a jamais trouvée. Pendant qu'il respirait, j'ai quitté la cérémonie avant que quiconque ne puisse demander qui j'étais. Je suis sorti sous le soleil d'un après-midi de mai. Mon téléphone a vibré. C'était le docteur Nathan. Nous étions devenus amis au cours des derniers mois. Nous jouions au squash le jeudi. Il était la figure du grand frère que je n'avais jamais eu. Salut Josh, vérifie ton email. L'audit médical final est terminé. Tu es officiellement exempt de tout marqueur génétique pour la maladie rénale. Tu es tiré d'affaire, mon pote. J'ai souri. Merci, Nathan. Le dîner est pour moi ce soir. J'ai marché vers le bord du lac. La ville était vivante. Les gens couraient, riaient, vivaient. Je me suis arrêté près d'une balustrade et j'ai regardé l'eau. J'ai pensé à la cicatrice qui n'existait pas sur mon flanc, à l'opération qui n'avait jamais eu lieu. Pendant des années, j'avais laissé ma famille me traiter comme une ressource, un distributeur automatique, un solutionneur de problèmes, une pièce de rechange. Je pensais que c'était ça l'amour. Se rendre utile pour qu'il ne vous jette pas. J'ai réalisé maintenant à quel point je me trompais. L'amour n'est pas une transaction. L'amour n'est pas une dette. L'amour est sûr. L'amour respecte votre nom. Si j'avais donné ce rein, cela n'aurait pas sauvé Caleb. Cela n'aurait fait que prolonger sa souffrance et valider la cupidité de mes parents. Cela m'aurait laissé physiquement compromis et émotionnellement vidé. Je me suis sauvé et ce faisant, j'ai forcé la vérité à la lumière. Les gens me demandent parfois, généralement après quelques verres, si je le regrette. C'était ton frère, disent-ils. Tu ne souhaites pas avoir essayé. Je les regarde dans les yeux et je dis, non, parce que j'ai essayé. J'ai essayé pendant 30 ans. J'ai essayé d'être le bon fils. J'ai essayé d'être le protecteur. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un qui est maintenu sous l'eau par les mêmes personnes qui prétendent lui apprendre à nager. Ma mère avait l'habitude de dire, le sang est plus épais que l'eau. Elle l'utilisait comme une chaîne. Mais la citation complétait, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre. Les liens que nous choisissons, les amis que nous nous faisons, les partenaires que nous aimons, les mentors que nous trouvons sont plus forts que la biologie dans laquelle nous sommes nés. J'ai choisi ma vie. J'ai choisi mon corps. J'ai choisi mon avenir.
Et en regardant le soleil se refléter sur l'eau. En respirant l'air frais avec 2 reins sains et un cœur qui était enfin vraiment léger, je savais que j'avais fait le bon choix. Je m'appelle Joshua. Je suis un survivant d'une famille toxique. Et si vous écoutez ceci et que vous ressentez ce lourd poids d'obligation écrasant votre poitrine, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous êtes autorisé à dire non. Vous êtes autorisé à partir. Vous êtes autorisé à vous sauver. Parce que parfois, le héros de l'histoire n'est pas celui qui sacrifie tout. Parfois, le héros est celui qui réalise enfin qu'il vaut la peine d'être sauvé. Merci d'avoir écouté mon histoire.